Fidèles amoureux de l'environnement, fidèles téléspectateurs, nous vous disons sincèrement merci de faire DHK6 à votre chaîne de prédilection. Comme vous le savez, nous sommes encore là pour parler environnement. Aujourd'hui, dans cette émission au cœur de la planète, nous allons recevoir M. Aristide Ongon Ombam, qui est le représentant de FAO en République démocratique du Congo. J'en dirai pas plus, sans pour autant les saluer. À qui je dis bonjour M. Aristide. Bonjour, merci de m'avoir invité à cette émission. Bienvenue chez nous à Lubumbashi. C'est la première fois que vous êtes à Lubumbashi? Non, c'est la troisième fois. J'ai un peu l'habitude de Lubumbashi. Comment vous trouvez Lubumbashi aujourd'hui? Il fait un peu froid Oui, il fait beaucoup plus froid que Kinshasa, bien entendu. Ouais, merci M. Aristide. Je disais que vous êtes représentant de FAO, République démocratique. Est-ce que c'est ça? Oui, je confirme. Je suis le représentant de la FAO en RDC et bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Monsieur Aristide, dites-nous d'abord la santé de votre organisation. Ça évolue bien? L'organisation, bien entendu, évolue bien globalement. Je rappelle ici que nous sommes nés en 1945, le 16 octobre. Ça, c'est des décisions au niveau mondial qui ont été prises au regard de la situation mondiale par rapport à la sécurité alimentaire et au sortir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Cette organisation a été créée pour accompagner les États à mettre en place des systèmes alimentaires cohérents qui permettent de nourrir efficacement les populations. Monsieur Aristide, parce que nous sommes dans une émission d'environnement, nous voudrons savoir de quelle manière votre organisation s'implique dans l'affaire environnementale. Dans notre mandat, nous avons la responsabilité de produire, mais de produire de manière durable. Parce que produire des aliments, principalement à travers l'agriculture, nécessite un environnement propice à la production. Cet environnement, si on produit de manière désordonnée, on va le dégrader et ça va, n'est-ce pas, compromettre même la production qu'on a envie de faire. Parce que si une terre n'est plus fertile parce qu'on l'a mal exploitée, vous ne pourrez plus produire. Donc c'est même une obligation d'aller ensemble avec la production, la nécessité de nourrir les populations et la nécessité de préserver l'environnement qui permet de produire. Et nous sommes de plus en plus nombreux sur la Terre. Donc préserver l'environnement, les ressources naturelles est vraiment vital pour tout le monde. Et préserver l'environnement, comment vous le faites à votre niveau? Est-ce que vous le faites sur terrain ou bien vous le faites par, je ne sais pas, vous appelez les gens, vous leur enseignez comment respecter l'environnement par des sensibilisations, ou c'est vous-même ou votre organisation sur terrain, question de travailler sur ça? Nous le faisons à tous les niveaux. Le premier niveau, bien entendu, c'est au niveau de l'État. Un pays a besoin d'avoir des cadres, des stratégies, des politiques qui permettent, n'est-ce pas, de produire durablement en tenant compte de l'environnement. Nous accompagnons le pays à mettre en place ce genre de politique, ce genre de stratégie. Actuellement, nous sommes en train de finaliser la politique agricole durable de la République démocratique du Congo. Donc, avant la fin de cette année, cette politique sera présentée à toutes les parties prenantes et elle sera adoptée. Donc, c'est sur la base de cette politique qu'on va désormais produire en République démocratique. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, nous avons des programmes actuellement en cours. Des programmes qui sont là pour gérer durablement les forêts. L'exemple à Lubumbashi, ici, nous avons un projet dans la forêt de Nyombo qui avait subi des dégradations très très avancées. Et depuis qu'on est là, on essaie de mettre en place un système qui permet de mieux gérer ces forêts à travers les communautés elles-mêmes. Donc, formation, sensibilisation à tous les niveaux. Et actuellement, nous sommes aussi présents, pas seulement ici à Lubumbashi, nous sommes également présents dans la province du Sud Kivu, dans les environs de Bukavu. Nous avons là-bas, avec un fonds de l'environnement mondial, nous sommes en train de mettre en œuvre un autre projet qui permet de lutter contre la dégradation des montagnes. Vous savez, les pans des montagnes ont été beaucoup dégradés dans ces populations, pas dans ces populations, dans ces zones, parce qu'il y avait beaucoup trop de concentration de population, la pression était trop forte.
ce qui fait que les flancs des montagnes ont été complètement dégradés. Alors nous avons un projet qui permet de restaurer ces montagnes autour de Bukavu. Voilà, monsieur Aristide, parce que vous avez parlé de projets, nous sommes à Haut-Katanga, nous voulions beaucoup plus parler de ces projets des Miyombo que vous avez, dont vous avez parlé. Est-ce que nous avons, selon nos enquêtes, nous avons appris que c'est un projet qui prend fin en 2022. Alors, aujourd'hui jusqu'à présent, comment appréciez-vous sa mise en œuvre depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce projet, du point de vue de la FAO, nous venons de terminer, je pense, le 3e comité de pilotage de ce projet. Le comité de pilotage est présidé par le ministère de l'Environnement. Et donc, c'est le secrétaire général de ce ministère qui préside ce comité de pilotage. Il y a quelques semaines, une équipe était ici avec le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour tenir ce 3e COPIL, c'est comme ça qu'on l'appelle en abrégé, le comité de pilotage. Alors, il est sorti de ce comité de pilotage une grande satisfaction de tous les acteurs, ce n'est pas seulement la FAO. Nous avons réussi à sécuriser les populations sur leurs terres. Nous avons pu mettre en place des concessions forestières qui seront la propriété des communautés et sur lesquelles les communautés sont en train d'apprendre comment gérer durablement ces forêts. Vous savez, dans la forêt, on tire des ressources. Ça, c'est très important pour notre survie. Et bien, dans la même forêt, il faut la préserver. Vous tirez les ressources aujourd'hui, les mêmes ressources, vous en aurez besoin dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, c'est des pratiques de restauration, de reboisement ça ne veut pas dire qu'on ne va plus se servir dans la forêt, mais on va se servir de manière raisonnée pour que la ressource soit toujours là, même 10 ans, 20 ans, 100 ans après, pour les générations futures. Alors, c'est une grande avancée, parce que ces populations étaient sujettes à quoi? À des... Je ne veux pas appeler ça expropriation, mais quand même, il y avait une certaine pratique qui faisait en sorte que les populations sont surprises un jour par l'arrivée d'un investisseur qui ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qui s'est passé, parce que peut-être dans le sous-sol, il y a telle ou telle autre chose, ou le bois carrément était coupé sans que les populations soient impliquées, sans que les populations tirent profit de ces activités. Alors ceci, pour ces populations, c'est vraiment du passé. On a réussi à les sécuriser avec, bien entendu, l'appui du gouvernement provincial. Monsieur le gouverneur a signé des arrêtés qui avaient pris un certain temps. Nous comprenons qu'il fallait faire le contour de tout ça, toutes les implications, mais aujourd'hui, ces arrêtés sont signés et nous accompagnons maintenant les populations à gérer durablement leurs forêts. Miyombo. Oui, parce que d'ici peu, le projet Miyombo va prendre fin. Comment, bon, c'est un projet qui a commencé par votre organisation. Maintenant, comment pensez-vous préconiser ces projets, le pérenniser, je voulais dire, pérenniser ces projets, parce que après le temps de projet, la population locale doit pérenniser ça doit continuer. Comment vous le faites pour que 10 ans après, 20 ans après, quand vous allez rentrer à Lubumbashi, que vous soyez satisfait de ce que vous avez laissé comme projet? Alors, je vais faire une petite précision. On ne pérennise pas un projet. On pérennise les activités. Voilà. Ce sont les activités qui doivent rester. Le projet, lui, il va finir. Un projet, c'est toujours quelque chose qui commence et qui se termine. Mais l'activité doit continuer. Parce que c'est une activité vitale. Elle ne peut pas s'arrêter. Les gens vont continuer, quoi que vous fassiez, à se servir dans la forêt. Parce qu'ils vivent en partie de ça. Donc, il faut leur assurer cette survie. Mais en même temps, leur apprendre comment ne pas définitivement dégrader la ressource. Oui, c'est maintenant comment faire pour l'avenir. Un seul mot, c'est l'appropriation. L'appropriation non seulement des populations elles-mêmes, des communautés, s'approprier tout ce qu'on leur donne aujourd'hui, de la sensibilisation, des formations, des bonnes pratiques. Ils doivent s'approprier ça. Mais ils ne vont pas le faire seuls. Ils doivent le faire avec les autorités provinciales. Le gouvernement provincial doit être impliqué dans ce qui se fait. Parce que c'est le gouvernement provincial
qui a signé les arrêtés, qui est appelé à les sécuriser à long terme. Voilà, voilà comment on essaye de mettre en place, on est aussi en train d'écrire une stratégie de gestion durable. Et cette stratégie, c'est l'élément institutionnel qui va rester pour les autorités qui seront là et qui vont perpétuer ça. Parce que dans cette émission, vous représentez votre organisation. Pensez-vous que jusqu'à présent, vous êtes satisfait du résultat obtenu? Nous sommes satisfaits, on a pris un peu de retard. Les retards, on peut les expliquer par plusieurs raisons. Les arrêtés ont été signés avec un peu de retard et tant que les arrêtés n'étaient pas signés, nous ne pouvions pas commencer les sensibilisations, les formations, tout ce que nous sommes en train de faire maintenant était lié à la question de savoir est-ce que oui ou non les communautés vont vraiment être propriétaires de leur forêt. On n'était pas sûr de ça. Donc ça a fait que ça a pris un certain retard. C'est pour cela que nous avons, en accord avec le gouvernement et le bailleur, nous nous sommes mis d'accord pour prolonger le projet dans le temps, sans avoir besoin de ressources supplémentaires. On appelle ça une extension sans coût. Donc, nous avons prolongé ce projet de 18 mois. Donc, il va se terminer finalement le 31 décembre 2022. Alors, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Le projet va s'arrêter là et l'activité continue. Et nous allons tout faire pour qu'il y ait, entre-temps, une appropriation véritable. Voilà. Merci beaucoup pour cette bonne question. Nous voulons savoir, est-ce que pouvons-nous nous permettre de savoir le mobile de votre voyage à Lubumbashi? Vous êtes venu pour les vacances, je ne sais pas si c'est pour le monitoring du projet ou vous avez une autre raison qui fait en sorte que vous soyez à Lubumbashi aujourd'hui. Je suis à Lubumbashi aujourd'hui dans une mission de supervision. C'est bien que nous venons de parler du projet Myombo, mais ce n'est pas le seul projet que nous mettons en œuvre à Lubumbashi et dans le Haut-Katanga. Nous agissons aussi ici à accompagner le gouvernement dans le renforcement de ses capacités dans le secteur de la production et de la santé animale. Actuellement, le laboratoire vétérinaire Lubumbashi fait partie des 3 laboratoires reconnus de la RDC en matière vétérinaire. Oui. Mais ce laboratoire est dans un état de dégradation assez avancé quand même, sur tous les plans. Alors, une requête nous a été adressée dans ce sens-là, pour voir dans quelle mesure on peut apporter un appui. Je dis au passage, pour information, que nous appuyons les 3 laboratoires, hein, celui de Kinshasa, celui de Goma et celui de Lubumbashi. Mais ici, l'attention s'est véritablement portée sur la situation qui n'est pas bonne dans ce laboratoire. Donc il y a des aspects de formation. Il faut former le personnel du laboratoire aux nouvelles techniques. Il faut équiper ce laboratoire pour qu'il soit à la hauteur des laboratoires de référence, au moins au niveau de l'Afrique. Et ils ont cette ambition de devenir un laboratoire de référence. Mais pour l'instant, ils ne remplissent bien entendu pas les critères. Et puis, l'autre chose, c'est le bâtiment lui-même, les infrastructures sont aussi dans un état qui demande une certaine restauration. Donc, nous allons aussi faire des petits travaux ou des gros travaux, c'est selon, ça dépend de celui qui va juger, mais nous allons faire des travaux pour réhabiliter ces infrastructures et pour clôturer, parce que ce laboratoire est comme ça, accès libre à tout le monde, parce qu'il n'est pas protégé. Mais nous allons faire une clôture pour protéger d'abord ce laboratoire, entrer à l'intérieur, revoir ce qu'il y a à restructurer et puis l'équiper correctement pour qu'il soit à un niveau tout à fait acceptable. Et ce projet-là, il est à long terme ou bien c'est un projet qui va... Un projet est toujours limité dans le temps. Ouais. Ce que nous faisons, c'est renforcer les capacités pour que l'activité puisse durer. Ce n'est pas le projet qui dure. Ouais. Un projet est toujours là pour... les projets les plus longs, disons pour nous à la FAO, nos projets les plus longs ne dépassent pas 5 ans. Maximum, c'est 5 ans. Sinon, c'est moins que ça. Mais pendant ce laps de temps, nous essayons de faire le maximum pour que quand le projet sera terminé, l'administration locale, les autorités locales prennent le relais, s'approprient et continuent à fonctionner, parce que notre objectif premier de la FAO, ce n'est pas de faire à la place des États, mais c'est de renforcer leurs capacités pour qu'ils soient en mesure de faire eux-mêmes. Voilà notre objectif premier.
Et c'est ce qu'on essaye de faire pour ce laboratoire. Voilà, avant que nous ne finissions, avant que je vous pose la dernière question, je voulais savoir dans l'ensemble, en République démocratique du Congo, est-ce que vous êtes satisfait des activités, de vos projets que vous avez commencé? Est-ce que ça continue, les activités bien sûr? Alors, nous agissons dans un certain nombre de secteurs, mais qui font partie de notre mandat. Oui. Un peu partout en RDC. Nous sommes actuellement présents dans 15 provinces sur les 26, où nous avons des bureaux comme celui de Lumumbashi. Oui. Et dans chaque localité, nous ne faisons pas exactement la même chose. Parce que notre mandat nous permet d'intervenir pour l'environnement, c'est le sujet aujourd'hui. Nous intervenons également pour la production agricole, proprement dit, parce qu'il faut produire des aliments, l'élevage, oui, sécurité alimentaire. Nous agissons également pour les infrastructures, irrigation, parfois même les pistes agricoles. Il y a beaucoup de secteurs dans ce qui fait que partout où on est, c'est l'une ou l'autre activité que nous exerçons. Globalement, nous sommes satisfaits de ce que nous faisons parce que nous nous rendons compte que même si parfois ça peut sembler comme insuffisant au regard des besoins de la RDC, mais là où on fait quelque chose, les populations sont satisfaites, c'est déjà un pas qu'on fait. Le véritable problème, c'est pas est-ce que la FAO peut être partout. Nous, on a la capacité, en termes d'expertise, d'être partout. Mais il faut des financements pour être partout et faire des activités. Ces financements, malheureusement, quel que soit le domaine que vous prenez aujourd'hui, ce qui accompagne le développement ou l'humanitaire, les financements ne sont toujours pas à la hauteur. Les financements ne viennent pas de la FAO parce que la FAO n'a pas de financement propre en dehors de son budget de fonctionnement. La FAO a des financements qui viennent des bailleurs pour accompagner les pays qui en ont besoin. Alors, ces bailleurs ont aussi des financements limités. Et puis, il n'y a pas que la RDC. Les crises, il y en a un peu partout dans le monde, ce qui fait que nous n'obtenons jamais exactement ce qu'il faut pour faire tout ce dont la RDC a besoin dans le secteur de notre mandat. Mais on continue ce qu'on appelle le plaidoyer pour mobiliser le maximum de ressources et faire le maximum possible pour ce pays qui en a besoin. Voilà, nous allons finir avec cette question par rapport aux enjeux climatiques dans notre province au Katanga où vous êtes présentement. Est-ce que vous avez un message à donner aux autorités, par exemple, de la province, ou bien de la ville de Lumumbashi, par rapport à la sécurité alimentaire et la création d'emplois? Parce que le chômage crie sérieusement ici. Oui, on a toujours un message. En tant que FAO, le message de la FAO ne varie pas. Tant que la situation n'aura pas changé, notre message va toujours un peu rester le même. Quelle est la situation? La situation, c'est que dans le monde entier, nous avons encore à peu près 800 millions de personnes qui souffrent de malnutrition, qui souffrent de faim et qui souffrent de sous-alimentation. Nous ne pouvons pas laisser les bras croisés devant cette situation. Ça, c'est dans le monde. Si on vient en RDC, aujourd'hui, les derniers chiffres des enquêtes IPC, c'est le cadre qui permet de mesurer l'insécurité alimentaire, montrent que nous avons à peu près un peu plus de 27 millions de personnes en RDC qui sont en insécurité alimentaire. 27 millions. 27 millions, ça c'est préoccupant. C'est très préoccupant. Donc, en tant que FAO, une organisation qui a été créée pour l'alimentation et l'agriculture, une organisation qui a été créée et qui, le slogan de la FAO, vous le connaissez, c'est Fiat Panis. Fiat Panis signifie en latin que le pain soit. Et on dit également qu'on nous a demandé de libérer le monde de la faim. Quand on est devant une telle situation, on ne peut pas être satisfait. Alors, maintenant, la FAO a quoi? A l'expertise. Mais pour avancer, nous avons besoin de tout le monde, de l'engagement de tous les pays. Il faut que les pays accordent à l'agriculture la place qu'il faut. Il ne faut pas que ça reste dans les discours, il faut que ça soit dans les actes. Nous avons besoin de financement, nous avons besoin de financer l'agriculture. Si on ne le fait pas, on ne s'en sortira pas. Et quand vous avez une population qui crie famine, quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais en paix. Si dans certains pays, il n'y a pas de paix, c'est parce que également il n'y a pas
de sécurité alimentaire. Sans sécurité alimentaire, vous aurez difficilement la sécurité tout court. Donc mon message c'est celui-là. Nous avons besoin de beaucoup plus de financement, de beaucoup plus d'engagement pour le secteur agricole. C'est très important. Et vous pensez que le secteur agricole pourra sortir la RDC de cette calamité? Le secteur agricole est celui qui, si vous regardez bien, peut, en un temps record, quand il est financé et qu'il se développe, créer le plus d'emplois. Il n'y a pas un autre secteur qui peut créer autant d'emplois que le secteur agricole. En même temps que vous produisez, vous luttez contre le chômage. En même temps, parce qu'on peut trouver beaucoup d'emplois dans le secteur agricole. Que ce soit dans la production, que ce soit dans le transport, que ce soit dans la transformation, que ce soit dans la commercialisation, il y a des emplois à créer en un temps record. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce que vous avez comme première activité dans votre vie? Avant de faire quoi que ce soit, vous êtes journaliste, mais avant d'aller faire vos émissions, je pense que la première chose, c'est de manger. Si vous ne mangez pas, vous ne faites rien d'autre. Il faut que tout le monde soit conscient de ça. Il ne faut pas rêver. Celui qui ne mange pas ne produira rien, quel que soit le secteur. Alors nous avons le devoir, l'obligation morale de financer ce secteur. On ne peut pas le négliger. Le négliger, c'est franchement ne pas avoir compris où est l'intérêt de l'humanité. Il faut financer ce secteur. Ça, c'est le message de la FAO. Merci beaucoup, M. Aristide Ongon Obam. Voilà, chers téléspectateurs, on recevait là M. Aristide Ongon Obam, qui est le représentant de la FAO en République démocratique du Congo, avec qui nous avons eu à parler de beaucoup de sujets, beaucoup plus sur le projet Miyombo en République démocratique du Congo, mais ici chez nous à Haut-Katanga. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. Nous disons aussi merci à M. Aristide. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Nous comptons vous retrouver prochainement pour un autre numéro.